Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast, le premier de l'année 2025. L'occasion pour toute l'équipe du Dunk Hebdo NBA podcast de vous souhaiter une belle et heureuse année 2025. Pour ce premier épisode, on va faire un focus sur une équipe, je pense, qui souhaite que 2025 soit une année un peu plus heureuse que 2024, surtout vers la fin. Cette équipe, c'est Sacramento, donc oui, aujourd'hui, focus sur les Kings. Pour ce faire, je suis accompagné de nos deux talentueux rookies. D'abord, celui qui a essayé de glisser les Suns dans cet épisode, sans succès. Vous l'aurez deviné, c'est Greg. Comment c'est ça Matt. va, Non, Greg? c'est Eh ben, ça va. Écoute, bonne année à tout le monde. Meilleurs vœux pour cette année 2025 et évidemment, meilleurs vœux aux Phoenix Suns, c'est surtout à leurs fans qui souffrent, un peu comme les fans des Kings. Peut-être que les fans des Kings ont des chances de se réjouir un peu plus grandes que celles des Suns, puisque certains changements ont été effectués récemment et on va en parler ce soir. Matt, on se situe où dans la fanbase de Philly pour 2025? Est-ce que le moral n'est pas un petit peu en hausse? Ouais, on va dire un petit peu. C'était Tellement catastrophique justement au moment où on avait fait le podcast que on va dire que ça va mieux, mais c'est des hauts et des bas. C'est compliqué, mais j'espère que ça ira mieux en tout cas pour cette nouvelle année. Puis bonne année à tous nos chers auditeurs. Et puis oui, effectivement, bonne année, bonne santé, beaucoup de bonheur, de santé, de tout, de tout, on vous souhaite tout. Voilà, ayez tout simplement. Nous, on va commencer par une équipe qui a un peu moins en ce moment. Du coup, je l'ai dit, c'est les Kings et Matt, Greg, on va surtout parler des Kings aujourd'hui. On va utiliser cette équipe un peu comme une étude de cas. Donc après avoir parlé du terrain, ce qu'on va faire pendant une bonne première partie du podcast, on va essayer de comprendre comment une équipe NBA, et c'est pour ça que je parle d'une étude de cas, peut se sortir du ventre mou. On va expliquer un peu ce qu'on entend par là et où les Kings se situent actuellement. Avant de commencer, on vous rappelle de nous suivre comme d'habitude sur votre plateforme de podcast préférée ainsi que sur YouTube. Petite information pour YouTube. Alors ceux qui nous suivent sur YouTube doivent avoir l'impression qu'on a disparu pendant un mois. Alors ce n'est pas le cas. On a enregistré un épisode de Noël, malheureusement, et là vous avez le droit de me jeter des pierres, lancer des tomates. À cause de moi, l'épisode de Noël n'a pas pu sortir parce que j'ai eu des problèmes de connexion et il y a eu des petits réglages à faire au niveau de l'audio qui ont été possibles, mais au niveau de la vidéo, c'est une catastrophe avec des pistes qui s'entremêlent, qui accélèrent, bref, c'est une catastrophe. Donc je vais être très honnête avec vous. L'épisode de Noël va peut-être sortir au courant du mois de janvier sur YouTube, dans un format audio, dans un format vidéo retravaillé. On va voir. Il sortira, mais c'est normal. S'il y a eu un vide, c'est à cause de moi. Donc, vous avez le droit de m'insulter, mais faites-le dans les commentaires pour le référencement. Merci beaucoup. En tout cas, on vous souhaite également de nous suivre sur Twitter, qui restera Twitter à vitam aeternam et jamais X. On en parle bien assez. Du coup, nous, on va marquer une petite pause et puis, comme je l'ai dit, on se retrouve pour parler des Kings. 16 victoires et 19 défaites, c'est le bilan des Kings à l'heure actuelle au moment où on enregistre ce podcast, toujours très important de vous rappeler. Ils sont donc sur une série de victoires au moment où on enregistre, mais ils restent dans le négatif et à une 12e place à l'ouest qui, rappelons-le, devant eux, ils ont donc les Suns 11e et il y a un petit gap, un mini gap quand même avec le reste de la conférence. Pour ceux qui sont pas sur YouTube, Greg acquiesce avec une mine assez triste. Bref, Ouais. Je l'ai dit, on va commencer ce début de podcast en s'intéressant au terrain. Je vais me tourner vers toi, Matt. Qu'est-ce que tu as vu en regardant ces Kings pour préparer ce podcast? Et je vais poser une deuxième question. Est-ce que le bilan reflète vraiment leur niveau de jeu actuel? Bon, je pense que c'est un peu sévère parce qu'on en parlait d'ailleurs justement juste avant d'enregistrer qu'ils avaient un win differential. Donc pour expliquer en fait, quand il y a un net rating d'une équipe, donc c'est le différentiel attaque-défense, le site de Cleaning the Glass a une métrique qui s'appelle Win Differential, qui en fait projette le nombre de victoires que l'équipe devrait avoir par rapport à ce net rating-là. Donc ils ont un net rating de +2, il me semble, quelque chose comme ça. Et ils ont un Win Differential de moins 3 victoires, et ils sont de 27e de NBA. Donc c'est-à-dire qu'ils auraient dû gagner plus de matchs qu'ils en ont gagné. Et en fait, ce qui résulte de ça, c'est qu'en fait, ils ont perdu beaucoup de matchs dans le clutch, notamment cette défaite contre les Pistons, qui avait eu l'éviction de Mike Brown, dont on parlera plus tard dans le podcast. Mais du coup, voilà pourquoi ces défaites dans le clutch ont fait que les Kings ont un moins bon bilan aujourd'hui. Et que du coup, voilà pourquoi ils se retrouvent un peu dans cette situation-là, qui reste quand même sévère, puisque malgré tout, ils ont un net rating positif.
Et si je vais rester avec toi, Matt, avant de relancer Greg. Et moi, ce qui m'a surtout intrigué en voyant ces Kings, c'est que je trouve que, je l'ai déjà dit dans le podcast sur le podcast, en général, moi, je regarde les matchs avant de regarder les ratings. Même si, bon, en préparant les émissions, on a une idée du rating des équipes. Et j'étais assez choqué de voir que les ratings de cette équipe sont bons. Et on parlera de la défense peut-être. Allez, on va commencer par la défense. C'est une équipe de milieu de tableau défensivement, mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui m'a assez choqué en regardant les Kings, c'est que je trouve que les équipes adverses obtiennent trop ce qu'elles veulent avec les Kings. Ça, pour moi, c'est une première résultante du switch. Alors, le switch fait beaucoup parler. Les Kings, c'est une équipe qui switch beaucoup. Et je vais faire référence à Adrien qui parle souvent de ça. C'est la faculté des équipes NBA à concéder le switch de manière beaucoup trop simple. Et les Kings font partie de ces équipes-là. Mais quand bien même je trouve que les équipes adverses profitent du switch de manière assez trop évidente face aux Kings, je pense notamment à un match de James Harden, ça devait être Play-in Tournament où il fait un peu ce qu'il veut et il cible clairement DeRozan. Bah, c'est une équipe qui est quand même 15e au defensive rating, donc une défense de moyen tableau, tout en concédant et en ayant des gros problèmes sur la défense à 3 points, effectivement. Donc, je reviens vers toi, Matt, avant de continuer avec Greg. Est-ce que du coup, ces Kings, c'est vraiment une défense moyenne ou c'est une défense qui est, le 4e carton, je pense, l'indique assez bien, une défense qui plie mais qui finit toujours par rompre? Bah, c'est vrai qu'en plus, je pense que le problème, ils utilisent du switch all parce que je pense qu'ils n'ont pas bien le choix. Malheureusement, on le sait, ils n'ont pas de protecteur de cercle d'élite, vu qu'il y a Domantas Sabonis. Et le meilleur moyen de ne pas concéder de décalage, bah, c'est de tout switcher. Sauf que le problème de ça, c'est que évidemment, tu peux avoir des match-ups favorables. Et le problème, je trouve qu'au Kings, c'est qu'il y en a beaucoup. Entre Fox, entre DeRozan, on a aussi Malik Monk quand il joue. Il y a Kevin Huerter, il y a beaucoup en fait de petits guards qui sont facilement ciblables. Et du coup, je pense que c'est ça qui pose problème. En plus, on sait que beaucoup d'équipes, quand elles arrivent en fin de match dans le 4e quart-temps, souvent c'est beaucoup d'isolation. Et qui dit isolation, c'est on fait appel à un écran, on appelle un défenseur moins fort et on l'attaque en 1 contre 1. Donc je pense que peut-être qu'aussi les défaites dans le clutch, ils empathisent de ça, le fait d'avoir beaucoup trop de cibles sur le terrain. Et du coup, ça leur fait perdre des matchs qui, normalement, ils auraient dû gagner. Greg, je te vois acquiescer, je t'en prie. Oui, en fait, ils me donnent l'impression d'avoir un matériel défensif qui n'est pas forcément adapté à la NBA des 2025 et aux attaques qui leur sont proposées en face, avec une capacité à s'adapter assez réduite, qui vient peut-être du coaching, mais qui vient aussi des joueurs. Et si on se projette sur les 2 matchs ou les 3 matchs qu'ont joué les Kings sous la houlette de leur nouvel entraîneur Doug Christie, il y a un changement quand même défensif qui est à l'œuvre, et on voit des nouvelles choses apparaître, et notamment une agressivité un petit peu plus sérieuse. Mais les Kings, finalement, est-ce qu'ils ont vraiment un défenseur sur point d'attaque? On ne sait pas. Matt a dit qu'ils avaient effectivement pas de protection de cercle. C'est la réalité. Sabonis ne fait pas le boulot comme peuvent le faire d'autres pivots. Et puis ensuite, sur les ailes, on n'a pas de défenseur non plus réellement, comment dire. C'est pas Michael Bridges ou Giannunobi, Josh Hart, quoi. Donc c'est compliqué pour les Kings de composer une défense qui soit vraiment à la fois scrappy, comme disent les Américains, mais aussi efficace. C'est-à-dire que même avec davantage d'efficacité, est-ce que tu serais avec davantage d'agressivité, est-ce que tu serais plus efficace défensivement? C'est compliqué. Je suis pas sûr que les Kings aient le matériel défensif pour dépasser cette place de 15e ou en tout cas de rentrer dans le premier tiers de la NBA. Donc déjà bravo à eux d'arriver à être 15e, mais en plus il y avait défensivement un petit problème, je trouve, au rebond, et il y a déjà aussi des améliorations sous Doug Christie au rebond. Mais voilà, les Kings, cette défense moribonde est un peu à l'image de leur saison, quoi. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, mais je voulais un peu partir de la défense pour basculer vers l'attaque. Pourquoi? Parce que cette équipe des Kings, souvenons-nous, et on va beaucoup faire référence à cette année 2022-2023, oui, je me trompe pas, Light the Beam, retour en playoff, une équipe qui jouait 20% de ses possessions sur transition, l'équipe qui avait fait un peu sa marque de fabrique, ces transitions. Je sais pas si tu es d'accord, Matt, mais
première chose, alors ça change un peu, encore une fois, tu l'as dit Greg, il y a Doug Christie, il y a une volonté d'accélérer le jeu qui est assez palpable sur les... Alors j'ai pas vu les 3 matchs moi personnellement, mais qui j'ai vu assez palpable, notamment dans le match qu'ils ont gagné, le dernier match là, contre Memphis, qui était joué la nuit dernière au moment où on enregistre. Il y a une volonté d'accélérer, mais je trouve que cette attaque des Kings a peut-être perdu certains des fondements qui a fait son succès il y a 2 ans. Oui, complètement. Bah, déjà, il y avait déjà une régression l'année dernière où, en fait, je pense que les équipes s'attendaient à ce genre de jeu, puisqu'en fait, les Kings, comme on le disait, ils attaquaient énormément sur transition. Puis à savoir aussi qu'ils n'ont pas non plus des joueurs, et ils ont des bons joueurs, on va dire, mais ils n'ont pas des joueurs élites. En tout cas, ils sont pas, on va dire, des no-brainers DH20. Donc je pense que ça aussi, ce sera sûrement une question à laquelle on se posera plus tard dans le podcast. Mais du coup, c'est vrai qu'effectivement, ils jouaient beaucoup en transition, c'était beaucoup de jeux rapides. Et là, cette année, bah, ils sont 24e, là, je suis en train de voir, en transition. Et déjà, l'année dernière, ils avaient beaucoup de transition, mais ils étaient déjà beaucoup moins efficaces. Là, cette année, ils sont efficaces, mais la transition, le truc, c'est que je pense que la fréquence est plus importante finalement que l'efficacité. C'est plus important de s'en créer plutôt que de bien finir, on va dire. C'est comme la fréquence au cercle, c'est un peu la même chose. Et pour justement se faire ce parallèle-là, bah, si on regarde les statistiques, c'est pareil. Au niveau de la fréquence au cercle, bah, c'est une équipe qui va quasiment plus. C'est l'équipe qui prend le plus de mid-range. Forcément, bah, vu qu'ils ont DeMar DeRozan, c'est pas une surprise. Il y a aussi également De'Aaron Fox déjà qui aimait bien jouer comme ça. Et puis aussi le 3 points qui faisait un peu, c'était beaucoup de 3 points d'accès au cercle, de transition sur la première année. Bah là, c'est pareil en termes de fréquence de 3 points, ils sont dans les 10 derniers de NBA. Donc en fait, on a vraiment l'impression que cette année, il y a eu un changement d'identité. Pourtant, c'était toujours le même coach en début de saison. Mais j'ai plus l'impression qu'il y a eu un changement d'identité parce qu'on a des joueurs différents, surtout parce qu'on a DeMar DeRozan, que la philosophie du coach. J'ai un peu l'impression que le coach voulait toujours faire cette même philosophie, mais bon, tu n'as plus le matériel en fait pour faire ça. Et la première année, tu as réussi un peu à surprendre les équipes adverses. Aujourd'hui, bah, les équipes, elles s'y attendent. Donc je pense qu'il y a ça aussi, il y a un peu ce double effet changement de joueur, les autres équipes qui te scoutent et qui savent ce que tu veux proposer, et du coup, bah, forcément, ça marche moins bien. Et puis, je sais, Greg, tu voulais peut-être parler de Jordi Fernandez qui, du coup, Absolument. fait les belles heures des Nets et qui, rappelons-le, était aux Kings. C'est ça, c'est-à-dire que non seulement tu ajoutes DeMar DeRozan qui te propose des options en défense et en attaque qui sont déterminées d'avance, j'allais dire, parce que on est sur un joueur en fin de carrière qui va pas modifier drastiquement son style de jeu, et son style de jeu, on le connaît tous. Mais aussi, tu perds Jordi Fernandez dans le coaching staff de Mike Brown, et je pense que c'est quand même à souligner parce qu'on voit très bien aujourd'hui du côté des Nets ce que Mike Brown Jordi Fernandez est capable de produire, notamment offensivement et défensivement, les deux aspects du terrain sont intéressants du côté des Nets en termes d'organisation. Donc, si les Kings perdent cette faculté de réflexion aux côtés du head coach et en plus rajoutent une pièce qui, disons, les structures, ou en tout cas force leur structure, c'est compliqué. C'est compliqué de s'adapter aux attaques et aux défenses de la NBA moderne. Et effectivement, mais tu l'as dit un matin sur la transition, pour moi c'est le chiffre qui parle le plus. Tu disais qu'ils étaient 24e sur la transition. Ils sont 28e sur la transition à partir d'interception, donc encore une fois l'agressivité défensive. Et ils sont 21e seulement, alors qu'ils étaient 6e l'an dernier, sur la fréquence de transition au rebond. Et ça, pour moi, c'est un step phénoménal. Ils étaient premiers en 2022-2023. Ils sont 21e en 2 saisons seulement. Tu passes de leader de la ligue en transition à partir des rebonds à 21e, c'est-à-dire, grosso modo, dans le dernier tiers de la NBA. Je trouve que c'est terrible. C'est vraiment un downfall terrible dans ton identité de jeu, quoi. Surtout que ça fonctionnait, quoi. Tu vois, si tu changes ton identité parce que ça fonctionne pas, ok, mais ça fonctionnait, quoi. Eh ben, je vais rajouter une ultime pièce parce que Matt t'a parlé de l'adaptation des équipes et effectivement, je pense notamment que les dribble end-off de Sabonis sont beaucoup mieux défendus en 2025 du coup maintenant qu'en 2022 quand ils ont surpris une partie de la ligue. Je pense que on parlera d'Aaron Fox mais qui fait une très bonne saison quand même mine de rien après une saison de l'année dernière où il avait très très bien démarré, il a été blessé, il a un peu fini de manière un peu plus difficile mais
En fait, c'est une équipe qui surprend moins. Et pour moi, il y a 2 joueurs qui illustrent ça de manière assez parfaite. C'est d'un côté Keegan Murray et de l'autre Kevin Huerter, qui du coup, durant la fameuse saison Light de Beam, rappelons, donc il y a 2 ans, sur un volume mais titanesque de presque 1000 tirs à 3 points tournés aux alentours de 40%, ces 2 mêmes joueurs sont actuellement aux alentours des 30%. Quand je les mets ensemble, une perte de 10 points de pourcentage. Et ce qui est assez terrifiant, c'est qu'on est face à des joueurs qui ont un régime de tir, je dirais, plus ou moins similaire. Alors, Keegan Murray avait nettement plus de tirs ouverts et grands ouverts pendant sa saison rookie, mais Keegan Murray, tu parlais notamment, Matt, d'un début et de prémisse de ce ralentissement la saison dernière. Keegan Murray est un excellent exemple de ça, c'est-à-dire que Keegan Murray était déjà moins adroit la saison dernière, et là est en panne d'adresse complet. Kevin Huerter, j'ai tendance à penser alors il a été opéré, je sais plus si c'est au coude, il a été opéré quelque part en haut du corps, et depuis ce moment-là, ça marche plus parce que Kevin Huerter, il y a trop de données. C'est un joueur qui shoot trop bien NBA depuis trop d'années pour que ça soit pas un problème. Il y a un moment physique ou peut-être mental, et là, ça a l'air plutôt d'être physique. J'ai notamment une stat sur Keegan Murray, avant qu'on revienne peut-être un peu sur lui, les gars. Vous savez, sur NBA.com, il y a cette répartition des tirs en fonction du défenseur le plus proche. Il y a donc les tirs très very tight, donc très serrés, on va dire serrés, ouverts, grand ouvert. Il y a donc cette différence entre les tirs grand ouvert, aucun défenseur à moins d'1m80, et les tirs ouverts, aucun défenseur entre 1m20 et 1m80. Le défenseur se situe entre 1m20 et 1m80, pardon. Cette saison, Keegan Murray a pris 65 tirs de la sorte, ouverts. Selon vous, il en a mis combien? Il en a pris 65. Il en a mis je combien? dirais 22. Matt, 22. T'as dit 30%, donc Je dirais 15, allez. 15. Me dis pas qu'il en a mis moins de 10. Sinon, j'appuie sur stop. Il en a mis 9. Il est à 9 sur 65 sur les tirs ouverts. Et sur les grands ouverts, il a 40 sur 106. Donc il a un 37%. Mais il ne met rien qui n'est pas grand ouvert. Et pour moi, ça se traduit dans les matchs et j'arrête le monologue après, les gars. Keegan Murray, je l'ai vu plus d'une fois. Je pensais à une action contre les Lakers que j'avais vu passer sur Twitter. D'Aaron Fox lui fait la passe à 45 degrés. C'est une attaque de transition. Il commence à son geste et il s'arrête et il fait une passe. C'est un joueur que je trouve en panne de confiance. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment, mais je trouve que le Keegan Murray étincelant, on avait la tendance à dire que c'était un rookie qui jouait comme un vétéran. Là, il joue pas comme un vétéran, Keegan Murray. Oui, il y a clairement, on le voit d'ailleurs dans son efficacité au scoring, où ça plonge en fait d'année en année. Il était à 1,20 points par tir à sa première année, là il a 1,01 actuellement. Et je pense que les Kings aussi ont essayé de l'utiliser un peu plus, on va dire, avec moins de paniers assistés, plus en créateur. Et je pense que clairement, je pense que ça lui rend pas service. Et puis le fait aussi que sûrement, Greg le disait tout à l'heure, au niveau des ailes, il n'y a pas beaucoup de défenseurs. Je pense qu'il y a que lui. Il n'y a que lui. Et peut-être que ça pose aussi ce problème-là. Peut-être qu'il a plus de jus de l'autre côté du terrain. Et avec le jeu des fameux vases communicants entre défense et attaque, peut-être qu'il laisse trop de jus d'un côté et que du coup, après, en attaque, les tirs ne rentrent plus. Qui joue beaucoup. Oui. Oui, parce que c'est important quand même de toujours rappeler que l'énergie qu'on dépense en défense, c'est une énergie qu'on ne pourra pas dépenser en attaque, et que les joueurs qui arrivent à assurer des deux côtés du terrain à des niveaux stratosphériques, voire élites, des joueurs qui peuvent être par exemple Deepoy et MVP parce qu'ils sont à plus de 35 points par saison, c'est très rare dans l'histoire de la NBA. Et du coup, Keegan Murray, clairement, quand ça commence à chauffer pour lui et qu'il doit défendre les points of attack de l'Ouest, dans un Ouest qui est quand même qui cultive les très grands joueurs et les très grands playmakers, ça devient compliqué pour lui en attaque. Pour moi, il y a autre chose, c'est moins de l'analyse que, disons, de la théorie. Il y a autre chose que je mettrais volontiers sur la table pour en discuter, c'est la notion de rythme de jeu et de flow. Entre la saison rookie de Keegan Murray et cette saison aujourd'hui, les Kings sont passés de à peu près 13,8 à 14 secondes de possession. Ce qui était
en 2023 sur son année rookie, en 2022-2023 si je me trompe pas, sur son année rookie ou sa saison sauf au moment. 2022, rookie. Voilà, c'est ça. 2022-2023, il est donc les Kings sont premiers au nombre de secondes passées. Donc c'est ceux qui jouent le plus vite de la NBA en moyenne. Là aujourd'hui, ils ont quasiment la même moyenne de secondes dépensées et écoulées sur chaque possession, mais ils sont 10e. Donc ils commencent à être dans le ventre mou. Toutes les équipes NBA, en tout cas les équipes les plus performantes, ont accéléré leur rythme de jeu. De manière générale, le rythme de la NBA s'est augmenté, mais les Kings, eux, jouent toujours au même rythme. C'est un problème, tout simplement parce que le flow n'est plus le même. Ça attaque plus vite sur ta défense, tes efforts sont plus concentrés et ton attaque, elle va au même rythme, mais les défenses, elles, reviennent plus vite. Et en fait, les Kings ne se sont pas adaptés à ça et je pense que Keegan Murray en souffre. Parce que avoir des shoots ouverts, mais avoir des shoots ouverts dans le flow général du match, c'est pas la même chose qu'avoir des tirs ouverts quand c'est toi qui dicte le rythme de la partie, ce que les Kings faisaient quand ils ont très bien performé en 2022-2023. C'est une théorie. C'est moins analytique que les chiffres eux-mêmes, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être analysé pour Keegan Murray spécifiquement. Je trouve ça très analytique, Greg, personnellement. Oui. Oui. Disons qu'il y a quelques stats, mais que le reste c'est de l'hypothèse, voilà. Je pense que les Kings, ils en pâtissent de ça aussi. J'ai l'impression qu'eux, ils sont restés un peu sur le rythme de jeu, sur l'efficacité qu'ils avaient les autres années. Mais la NBA a tellement changé ces 2 dernières années que c'est comme si la NBA avait progressé en général et qu'eux, ils avaient stagné, ils sont restés au même niveau. Ce qui fait que forcément, si les autres ont progressé, que toi, tu es resté au même niveau, du coup, tu régresses. Donc j'ai un peu aussi cette impression-là que l'écosystème autour a changé et ils en pâtissent de ça. Mais c'est une histoire qui arrive à tellement d'équipes NBA en ce moment. Sans vouloir faire de parallèle avec X ou Y équipe, il y a beaucoup d'équipes, et notamment à l'Ouest, qui souffrent de ce changement soudain dans l'identité de nombreuses équipes de la NBA, et notamment d'un changement de plan de jeu. Il y a des équipes qui avaient des certitudes il y a 3 ans et qui aujourd'hui sont dans des ventres mous pas possibles et qui peinent à trouver des solutions, quoi. On peut citer les Nuggets, par exemple, dont la solution s'appelle Russell Westbrook dans le 5. Qui aurait dit ça il y a une saison, quoi, tu vois? Moi, je trouve ça génial de la part de Westbrook et je suis très content pour lui qui trouve ce rôle-là du côté des Nuggets. Mais les Kings, eux, n'ont pas cette solution-là. Ils n'ont pas trouvé une solution comme ça. Et le parallèle est intéressant parce que, et on va glisser tranquillement vers notre deuxième partie, c'est qu'on fait face à 2 équipes qui ont gardé le même noyau de joueurs. Et c'est ça aussi, c'est que difficile de s'adapter à une évolution quand tu gardes le même noyau de joueurs. Je conclurai peut-être ce chapitre qui gagne Murray par... c'est dans le podcast de Kings Herald avec Jerry Reynolds, ancien coach des Kings et general manager des Kings. J'ai entendu ça il y a quelques semaines, qui disait qu'ils étaient en train de faire de Keegan Murray un Harrison Barnes 2.0. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est fin de chaîne, qui, certes, on essaye peut-être un peu plus qu'Harrison Barnes de responsabiliser sur le playmaking, mais c'est assez limité. Et on en parlera plus tard, mais quand c'est probablement ton meilleur prospect, c'est lui qui a peut-être une partie des réponses de ton avenir, c'est un peu embêtant que ce joueur-là soit... On pourrait défendre le fait qu'il est moins responsabilisé qu'en saison rookie. Ce qui paraît complètement fou, mais c'est une défense qui pourrait être faite. Et globalement, je vais pas griller toutes mes billes, mais je trouve que sur certains points, la gestion de Keegan Murray est un petit peu bizarre. Les gars, niveau terrain, Matt, Greg, est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur le terrain des Kings? Je suis bon. Non, on a fait le tour. On le dit volontairement, on se garde un peu les billes Sabonis et les billes Fox pour un peu plus tard. Eh bien, commençons. Et juste un petit truc, Keon Ellis doit jouer plus. Je crois que toute la fanbase des Kings le réclame et il joue plus sous Duke Christie, donc je sais pas Mike Brown pourquoi il le faisait pas jouer, mais bon, visiblement. Et ça serait une solution sur ton backcourt pour éviter de te faire ouvrir, même si je trouve qu'ils défendent bien au vu du personnel parce qu'ils sont quand même minuscules. Mais bon, ça, on va revenir là-dessus. Faisons une transition, les gars. Et tu parlais, Greg, et tu as déjà donné une partie de la réponse de ce manque d'adaptation des Kings. On est 2 ans après Light de Beam, les gars, 1 an et demi. Disons, il y a 2 intersaisons depuis la saison où les Kings ont retrouvé les playoffs après une traversée du désert. Est-ce que les Kings n'ont pas fait du surplace, les gars? Tu sais, il y a beaucoup d'équipes de NBA à l'Ouest qui ont fait du surplace. Et tout simplement parce qu'il y a des équipes qui ont activé une sorte de mode turbo, et notamment Oklahoma.
Et clairement, tu les vois passer à côté de toi et t'as pas le temps de réagir. Et les Kings sont le symbole, c'est ce que tu disais en intro de ce podcast, mais les Kings sont clairement le cas d'école de ce qui se passe en ce moment dans de nombreuses franchises. Au moins, je pourrais citer au moins 5 franchises de l'Ouest qui sont dans le même état, mais les Kings me symbolisent tellement bien, malheureusement pour eux. Mais je pense effectivement que quand tu fais le choix de faire venir DeMar DeRozan, en fait, ça dit beaucoup de choses. Il y a d'autres choses qui disent beaucoup de choses pour les Kings, notamment De'Aaron Fox, Sabonis, etc. Tout ça, on en parlera un petit peu plus avant dans ce podcast. Mais voilà, les Kings font du surplace. Je pense qu'ils ont fondu sur place malgré eux. Et je pense que cette recherche d'efficacité en attaque dans une conférence Ouest où il y a des attaques qui sont vraiment beaucoup plus fortes que la tienne structurellement et dans le matériel, c'était pas forcément la bonne piste à essayer cette saison. Et peut-être que Doc Christie tient certaines clés de sauvetage de l'équipe et de la fin de saison, avec notamment de l'intensité défensive. Je laisse à Matt peut-être le soin de développer d'autres points, mais moi, c'est ce qui me semble être l'état de fait en ce moment, c'est que les Kings, c'est vraiment pas top, et que peut-être qu'on s'en sortirait avec une nouvelle identité axée sur la défense. Peut-être, ouais. Après, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que pas un gros changement de personnel. En plus, tu fais venir DeMar DeRozan, on le sait, bah oui, il va t'apporter un plancher, mais le plafond sera jamais très haut. On l'a d'ailleurs, je me rappelle, on l'avait dit lors des previews, plafond égale plancher. Je me rappelle très bien de cette phrase quand on évoquait les Kings. Bah, finalement, on voit que c'est un peu ce qui se traduit aujourd'hui sur le terrain, et du coup, c'est pas très étonnant. Et puis, dans une ère où on prend beaucoup, comme on disait tout à l'heure, de tirs au cercle, de tirs à 3 points, les Kings, eux, ils prennent quasiment que des mid-range. Et même s'ils sont efficaces là-dedans, en fait, dans le jeu des mathématiques, malheureusement, forcément, tu perds. Forcément, tu perds. Et je pense que là-dessus, pourtant, ils sont quand même, je regarde là, ils sont 8e attaque, ce qui est quand même plutôt pas mal. C'est ça, c'est que, en fait, le rating, je te coupe, Matt, mais quand tu regardes le rating des Kings, théoriquement, c'est une équipe qui devrait être au play-in, normalement. Bah, je pense qu'ils en pâtissent de ce qu'on disait tout à l'heure, le win differential, beaucoup de matchs perdus dans le clutch. Je pense que c'est ça aussi le problème. Alors, comme disait Greg, peut-être c'est effectivement avec Doug Christie, il a l'air d'avoir une identité plus défensive, Keon Ellis joue plus, il a l'air de vouloir rechercher un peu plus de défense agressive. Mais le personnel, enfin, moi j'ai quand même du mal à aller voir, enfin, à imaginer cette équipe top 10 défense, ça me paraît quand même très compliqué. Avec, pour moi, il manque de trop de personnes. Aujourd'hui, on a une NBA où normalement, on est censé avoir beaucoup d'ailiers, beaucoup de polyvalence à l'aile. Toutes les meilleures équipes défensives ont ça. Là, à part Keegan Murray, comme on disait tout à l'heure, ils ont personne d'autre, en fait. Donc, c'est là où c'est compliqué. Et en plus de ça, ils n'ont pas de protecteur de cercle. Donc, pour moi, c'est encore plus important d'avoir cette polyvalence-là. Moi, ce que je trouve assez choquant, les gars, je vous l'ai dit en off, c'est que là, on prend cet extrait de maths, je l'incorpore dans un podcast de 2020, de l'intersaison d'il y a 2. Pardon, c'est la période de la grippe. Il y a l'intersaison d'il y a 2 ans sur les Kings et on a un peu le même constat. C'est un peu mon vrai problème avec les Kings. C'est-à-dire que si on prend en gros l'effectif light de Beam, si on regarde notamment au niveau des minutes jouées, en termes sur la saison, Domantas Sabonis est toujours là. Harrison Barnes est parti. Remplacé par, numériquement, on va dire à l'heure actuelle, par DeMar DeRozan. De'Aaron Fox est encore là. Keegan Murray est encore là. Kevin Huerter est encore là. Malik Monk est encore là. Davion Mitchell, Trey Lyles. Et en fait, il y a une litanie de role-players qu'ils n'ont pas remplacé après. Alors, Trey Lyles est toujours là, mais t'as pas remplacé Terrence Davis de la saison, etc. Enfin bref, moi, c'est un peu mon problème mon gros problème avec Monty McNair et du côté des fans des Kings. Je pense qu'ils en ont gros actuellement, c'est que il a réussi à remodeler l'effectif de manière assez rapide à son arrivée. Et actuellement, ça fait 2 ans qu'on a les mêmes problématiques. Ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas de pivot backup. Alors, Trey Lyles, c'est gentil, mais ils n'ont pas de pivot backup. Ça fait 2 ans qu'il y a un embouteillage à l'arrière. Ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas 2 ailiers. Je veux dire, la séquence Jay Crowder, où ils signent Jay Crowder et le font jouer genre en 24 heures, mais ça veut dire quoi de l'état de l'aile de ta franchise quand on vient à prendre un mec qui était pas dans l'effectif et tu le fais starter, genre tu lui montes la salle, le maillot et tu le fais starter. Moi, j'ai un vrai problème vis-à-vis de ça et
pour moi, ça me renvoie beaucoup de syndrome post-traumatique PTSD des Hawks, l'année où ils font 2 finales de conf. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments entre le fait de pas bouger de la part d'un peut-être general manager qui se dit « Ouh là là, j'ai la bonne équipe dans une franchise, surtout pas la casser parce que si on la casse, je suis viré l'année d'après. » Le fait de l'arrêt de responsabilisation, c'est-à-dire que théoriquement, Keegan Murray, vu sa place à la draft, aurait dû être plus responsabilisé. Il est de sa responsabilisation stagne, voire pire. Et puis, il y a enfin, le dernier point, c'est le fusible coach. C'est-à-dire qu'au bout de 16 mois, tu fais sauter le coach parce que t'as pas les résultats escomptés. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais pour moi, c'est un scénario qu'on avait déjà anticipé il y a 1 an et demi, en fait, ce qui se passe actuellement. Mais totalement. Mais tout simplement parce que ce qui résume le mieux ces Kings, c'est la stagnation. En fait, les Kings sont pas plus mauvais qu'il y a 2 ans. C'est juste qu'ils stagnent dans une NBA qui est meilleure. Et t'as des équipes qui ont augmenté leur plancher de manière considérable, alors que les Kings, eux, n'ont pas amélioré leur plafond ni leur plancher. Donc c'est vraiment terrible, quoi. C'est d'une cruauté terrible, mais peut-être que le changement de coach va les faire changer un peu. Peut-être que les Kings vont effectivement jouer le play-in et voire même être qualifiés 6e, tu vois, si d'autres équipes se cassent la tête. Mais ils sont pas maîtres de leur destin pour accéder aux playoffs directement. Et la seule chose qu'ils peuvent espérer, c'est être au play-in et jouer 1 ou 2 matchs de play-in. Mais c'est triste. C'est triste pour une équipe qui était 2 ou 3e, je crois, il y a 2 ou 3 saisons avec un effectif quasiment similaire. C'est triste pour une équipe qui avait fait un si beau parcours avec effectivement Keegan Murray en rookie et qui n'avait pas encore Keon Ellis, qui est pour moi une pièce hyper importante de leur projet. Mais c'est tout simplement, et tu l'as bien dit Ben, le fait de l'absence de prise de risque dans une NBA où tu dois en prendre. Plus que jamais, j'ai l'impression, sur les 10 dernières années, t'as l'obligation de prendre des risques, sinon tu te fais doubler au ranking des conférences, tu te fais doubler à toute vitesse, quoi. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les gars, sur les 2 dernières années des Kings? En soi, là où moi je veux juste insister, c'est que c'est pas un travers qui est propre aux Kings. C'est-à-dire que j'ai l'impression, moi, que quand une équipe type Kings, type Hawks, fait une saison un peu surprise, du côté notamment du front office, il y a toujours cette frilosité qui se dégage. C'est-à-dire qu'on touche surtout pas à cette équipe parce qu'elle est bonne. Et tu l'as dit, Greg, tu ne peux pas faire du surplace. Parce que certes, il y a l'ajout de DeRozan, mais alors, si je caricature, je pourrais même jusqu'à dire qu'en fait, c'est leur seul move marquant ou impactant des 2 dernières années, en fait, DeMar DeRozan. Et rappelons, et là, Greg, je vais te voler ton argument, donc je te laisserai peut-être continuer, c'est que il faut pas idéaliser le parcours que tu as réalisé dans ta saison d'explosion. La saison d'explosion des Kings, il y a eu beaucoup de facteurs en leur faveur. Mais c'est pas une saison record. Tu peux idéaliser quand tu réalises des records. Boston, l'an dernier, ils peuvent très bien idéaliser et dire on touche à rien. Les mecs, ils font une saison historique. Donc Oklahoma City, cette saison, ils peuvent très bien se dire à la fin de la saison, quel que soit leur résultat, titre ou pas titre, Constant sera pas forcément d'accord avec moi. Il sera pas du tout d'accord. Et titre ou pas titre, tu bats tous les records, tu passes ceux de la franchise et tu fais une saison historique sur la défense et etc. machin. Tu peux te dire on touche pas à grand chose. Ok. D'accord, mais c'est pas le cas des Kings en 2022-2023. Ils font pas une saison historique du point de vue de la NBA. Ils font effectivement une saison historique, pour eux parce qu'ils mettent fin à 18 ans de disette pour accéder aux playoffs. Mais je veux dire, tu peux pas t'arrêter là en termes d'ambition. C'est pas ça la NBA. Tu vois, la NBA, c'est un monde terrible qui te demande toujours d'être beaucoup plus ambitieux. Sauf si effectivement tu as réalisé une saison historique et que tu vois pas comment tu peux améliorer ton équipe. Moi, aujourd'hui, je vois pas comment je pourrais améliorer le Thunder ou les Celtics, tu vois. J'aurais du mal, quoi. Et c'est là où il y a peut-être une mise en contexte. Et Matt, je vais peut-être te lancer sur Mike Brown parce qu'on en a pas vraiment parlé pour l'instant, mais je sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire. C'est que je m'amusais un peu, comme d'habitude, à parcourir StatHead. Et si tu regardes les 20 dernières saisons, ce début de saison des Kings, c'est un de leurs meilleurs. Alors que la fanbase est tombée dans une morosité, mais pas possible. Mais c'est un début de saison qui est historiquement pour les Kings bon. Et dans une conférence Ouest qui est extrêmement relevée, ils sont pas si loin de ça d'être au play-in, etc. Donc, il y a encore une fois, et ça, c'est un truc dont j'ai souvent parlé avec Léo, où j'ai souvent rabâché, c'est que c'est
ces saisons surprises, parfois t'amènent des attentes qui sont totalement décorrélées du vrai niveau de l'équipe. C'est-à-dire que les Kings jouent pas actuellement l'avantage du terrain à l'Ouest, ok, mais c'est normal en fait. On va revenir, et maintenant on va vraiment en parler dans quelques minutes. Ils n'ont pas de joueurs solidement installés dans le DH20, ils ont un effectif qui est très court, ils n'ont pas de protecteur de cercle, ils ont des vraies problématiques dans leur effectif. Oui, cette équipe-là joue pas l'avantage du terrain et probablement pas les places de playoff hors play-in. Mais c'est normal, en fait, ce qui se passe actuellement. C'est peut-être là, ce qui n'était pas normal, c'est ce qui s'est passé il y a 2 ans. Matt, sur Mike Brown, est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on ouvre les dossiers, le dossier notamment d'Aaron Fox? Comme tu as dit, je pense malheureusement, il n'y a pas grand-chose à dire. En fait, vu qu'ils sont un peu enfermés dans tout ça, qu'ils n'ont pas vraiment d'autres solutions au niveau des trades, enfin, peut-être que ça arrivera plus tard, mais il y a eu la signature de DeRozan, forcément là on voit que ça marche pas. Le fusible le plus facile à faire sauter, c'est le coach. Donc du coup, c'est ce qui s'est passé. Suite à la défaite des Pistons, Mike Brown a été viré. Alors, on voit à droite à gauche que apparemment l'entente dans le vestiaire c'était pas trop ça. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est souvent le genre de choses qu'on entend. Puis forcément quand un vestiaire fait que perdre, surtout des défaites frustrantes, j'imagine que forcément c'est pas la bonne entente. En tout cas, oui, il a été limogé alors qu'il a été prolongé, il faut pas l'oublier, cet été. Il a été élu coach de l'année il y a 2 ans. Donc là, c'est vraiment la grosse descente aux enfers. Et en plus, il y a 2 ans, ce qu'il faut savoir, c'est que vous l'avez dit tout à l'heure, il a eu un peu révolutionné le jeu. Alors, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est Jordi Fernandez? Ça, on ne sait pas trop, mais je pense quand même qu'il en fait partie. Il faisait partie du coaching staff des Warriors. Il a ramené un peu un système de jeu. Mais le problème, c'est que ce qui faisait la force de ces Kings, c'est le système de jeu. Mais en fait, les joueurs qui exécutent ce système de jeu, tu as pu surprendre une année. Et en fait, après, on en revient toujours au même point. Il n'y a pas assez de joueurs élites, en fait, dans cette équipe. Donc, au bout d'un moment, tu auras beau avoir un système de jeu parfait, avec plein de mouvements de balles, tout ça. On le voit d'ailleurs avec Utah, c'est pareil. Si on peut faire un parallèle avec le Utah Jazz, oui, ils ont un super système. Moi, j'adore regarder Utah, système super bien exécuté, mais ils sont derniers de NBA quasiment. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas les joueurs, en fait. Donc, au bout d'un moment, si tu n'as pas les joueurs pour mettre les tirs, pour exécuter ce que tu veux, ça ne marchera pas. C'est logique, quoi. Il y a un seul sujet sur lequel les Kings sont élites, c'est la santé. Oui, c'est vrai, c'est une dinguerie. C'est la santé. Sabonis. Mais c'est une des choses pour lesquelles ils sont si bons l'année où ils accèdent aux playoffs pour la première fois depuis 18 ans. C'est aussi parce qu'ils jouent plus de 55 matchs avec leurs 5 majeurs disponibles, ce qui n'est pas le cas de bien d'autres contenders à l'époque. Mais clairement, la santé, c'est une caractéristique qui est très importante en NBA, évidemment, et les Kings ont capitalisé dessus. Mais tu l'as dit, Matt, c'est pas suffisant, quoi. Si t'as pas des joueurs qui sont pas juste pas blessés, c'est compliqué. Et les questions se posent aujourd'hui, à l'heure où on entend des rumeurs de trade sur Fox. Peut-être que je te vole la transition, Ben, je suis désolé. Non, tu l'assures, c'est magnifique. Parfait. Mais la question se pose, c'est qu'est-ce que tu fais de ces gars-là? Quelles options ils deviennent dans les équipes où ils peuvent éventuellement atterrir? Est-ce que De'Aaron Fox est un mec qui, quand il va arriver dans une autre franchise, va être le numéro 1? Est-ce que même il va être le numéro 2, tu vois, en fonction des franchises? Je dis pas qu'il y a 25 franchises dans lesquelles il arrive et où il serait officiellement numéro 3, mais je pense qu'il y a énormément de franchises qui ont des grosses ambitions dans lesquelles il va arriver en étant potentiellement numéro 2 seulement. Voilà. Aujourd'hui, je vois par exemple que le Miami Heat pourrait s'intéresser à un profil comme De'Aaron Fox. Je comprendrais le fit avec Bam Adebayo. Est-ce que Bam est l'option 1 ou est-ce que c'est De'Aaron Fox? Tu vois, moi, c'est la question que je poserais sur le tapis. Et j'adore les deux joueurs. J'adore De'Aaron Fox, mais la question se pose sur, tu vois, réellement, ton franchise player est-il suffisamment fort pour que tu aies des ambitions, tu vois, top 10 NBA, quoi? Eh bien, ouvrons le dossier De'Aaron Fox. Greg, tu l'as déjà fait. Alors, ce que je vous ai proposé dans la trame, les gars, pour De'Aaron Fox, c'est de faire ça en 3 parties. C'est de faire ça du point de vue des autres équipes NBA, de faire ça du point de vue des Kings et de De'Aaron Fox. Greg, je comptais partir à l'inverse, mais tu as déjà lancé un petit peu la pièce, donc je vais l'attraper. Parlons des autres équipes NBA. Parce que, alors déjà, j'en ai marre que dans toutes les rumeurs de trade, à chaque fois, il y a les Rockets, les Spurs, oui, on a compris, les Spurs, Victor, on se demande ce qu'ils vont faire et qui ils vont attirer, et les Rockets recherchent un joueur premium. On a compris, du coup, faut les mettre dans tous les noms. Je pense qu'il y a peut-être des jeux d'agents, rappelons que depuis 2022, il est du côté de Clutch Sports, chez Rich Paul, De'Aaron Fox.
voilà, je rappelle l'information. Si jamais il atterrit dans certaines franchises, vous vous rappellerez de cette information. On essaie, alors on n'est pas dans les petits papiers NBA, mais on calibre où un peu la valeur de De'Aaron Fox. J'ai beaucoup réfléchi à ça, les gars, en préparant l'émission, et moi je me suis dit que le profil d'Aaron Fox peut être intriguant parce que quand on regarde les stats en termes de volume, je parle pas de tir, mais vraiment d'importance dans l'attaque, il y a un truc assez fascinant avec Fox, c'est qu'il est dans pratiquement toutes ses stats entre 10 et 20. Genre, je parle des stats de offensive load chez Basketball Index, temps de possession, toutes les stats, il est pas parmi les gargantua, les gloutons de l'NBA, mais c'est quand même un mec qui peut être première option. Donc, je sais pas ce que tu en penses, Matt, mais pour commencer et pour trouver un début de réponse à ce qu'a pu dire Greg, moi, je peux l'imaginer comme une deuxième option d'une première option qui est pas surdominante sur le ballon. Oui, je pense que c'est clairement son rôle. Je sais pas combien on le mettrait dans un DH20, enfin DH30, DH40, peut-être entre 20 et 30, quelque chose comme ça. Mais oui, je pense qu'il peut totalement être dans cette position 2, 1 bis, quelque chose comme ça. Pourquoi pas, par exemple, comme on disait, chez les Lakers peut-être, avec un LeBron James vieillissant, ce genre de rôle qui voulait apporter un peu de jus dans l'attaque. Surtout que sa saison dernière, on a vu, il y avait quand même eu ce pull-up à 3 points où il avait pas mal progressé. Là, cette année, ça a un petit peu régressé, mais oui, De'Aaron Fox, c'est un bon joueur de NBA quand même depuis plusieurs saisons. C'est pas comme si là, on a vu une saison surprise. Ça fait quand même 3-4 saisons où on voit il assume un volume de responsabilité de star. Il est au-dessus des 30% d'usage. Il est à peu près dans l'efficacité moyenne, voire un peu plus certaines saisons. C'est un joueur qui drive beaucoup. Bon, on n'est pas sur un playmaker d'élite, mais on est sur un passeur volontaire, on va dire, un bon passeur. Donc clairement, c'est le genre de profil de joueur qui intéressera beaucoup d'équipes NBA, ça, j'en doute pas une seconde. Surtout, rappelons que contractuellement, il est sous contrat jusqu'en 2025-2026 et qu'il a refusé une prolongation cet été, ce qui était déjà un premier signe d'alerte. En soi, il y en a beaucoup. Il y en a quand même de nombreux signes d'alerte du côté des Kings par rapport à De'Aaron Fox, où il y a eu des bruits par rapport à un trade. C'était Sam Mimic de The Athletic qui expliquait que du côté de la Ligue, on pense plutôt que si trade il y a, ça serait plutôt cet été qui pourrait partir. Pour ce qui est des autres équipes, les gars, on est plutôt d'accord. C'est du triptyque, c'est peut-être le point le moins intéressant, qu'il y aura des offres. Surtout, rappelons qu'on est sur une free agency d'une pauvreté cette année. Il n'y a personne à la free agency. Bref. Parlons des Kings. C'est peut-être le sujet le plus intéressant. On dit souvent chez Dunk Hebdo, qu'une franchise ne trade pas son franchise player ou son co-franchise player, il faudra qu'on discute de Sabonis, sauf si elle est totalement forcée. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il n'y a aucun monde où les Kings trade De'Aaron Fox, sauf si De'Aaron Fox fait la demande express d'être tradé, Greg? Ben, je sais pas, Toronto, ils vont chercher Kawhi en lâchant DeRozan. Est-ce que les Kings vont pas chercher un joueur de la dimension de Kawhi époque titre Toronto en tradant De'Aaron Fox et d'autres assets? Je sais pas si c'est faisable, je sais pas qui serait intéressé, mais pour moi c'est le step qui pourrait essayer de passer les Kings si vraiment ils avaient des ambitions de titre dans les 5 ans qui viennent, tu vois, autour de Sabonis, Keon Ellis, qui gagnerait, la fin de DeMar DeRozan, etc., etc. Mais il y a cette question, tu peux faire la même chose avec Sabonis, d'ailleurs. Tu peux essayer de trader Sabonis pour un joueur qui augmente ton niveau, notamment par exemple sur la protection de cercle ou ce genre de truc, mais compliqué. Qui est disponible, tu vois, qui veut aller aux Kings, qui veut trader pour De'Aaron Fox, enfin, tu vois. Là aujourd'hui, je vois pas de position, je vois pas d'équipe qui serait susceptible de se positionner à ce niveau-là, quoi. Donc ouais, non, honnêtement, côté Kings, j'ai l'impression que mais c'est ça. Mais je suis autant désarmé que les Kings le sont, je pense. C'est ça le problème. C'est que ce qui est embêtant pour une équipe qui s'appelle les Rois, mais bref. Ouais. Vercingétorix. Mais ce que je voulais dire, c'est que finalement, les Kings aujourd'hui, ils payent le prix de choix qu'on a commenté précédemment. C'est-à-dire que faire le choix de la continuité, alors que peut-être que tu pouvais faire des choix plus forts,
faire le choix de faire venir DeMar DeRozan qui n'est pas réellement un changement ou un ancrage d'identité dans ce qui faisait ta marque de fabrique et ce qui fonctionne, eh ben, tu le payes aujourd'hui. Et à mon avis, tu vas le payer en perdant De'Aaron Fox pour moins au lieu de le perdre pour plus. C'est ça le problème. Est-ce que les Kings aussi, Matt, ne sont pas victimes de leur franchise player dans le sens où, et c'est quelque chose dont on a commencé à parler dans la conversation d'un Kebdo, De'Aaron Fox, Domantas Sabonis, on fait un DH20, un DH40, ils sont là. Ils sont là assurément. Je pense que joueurs extrêmement solides, on a à peine évoqué le nom de Sabonis, mais solidité assez folle et joueur qu'on met en avant souvent pour ses problèmes sans parler du fait que c'est un joueur exceptionnel. Mais tu l'as dit, Greg, qui veut de ces joueurs-là? C'est-à-dire que on est typiquement dans le gamme de joueurs qui est pas forcément tradable parce qu'il y a une peur du vide, mais de l'autre ne va pas attirer d'autres équipes. Je vais faire un petit parallèle NFL avant de te donner la parole. Matt, il y a une notion que j'ai déjà abordée, que j'ai dû souvent utiliser, c'est le terme de purgatoire de quarterback. En gros, l'idée, c'est que quand ton quarterback est ni un genou, ni un mec complètement nul, enfin, ni un mec complètement nul que tu vas remplacer par un mec que tu vas drafter, soit un joueur élite, t'es dans le purgatoire parce que t'as la tentation de pas le remplacer, sauf que tu sais pertinemment que tu pourras pas gagner avec ce joueur-là. Et je trouve que les Kings illustrent cette notion de manière assez parfaite. C'est assez terrifiant d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils ont un collectif pour se mêler à la lutte au play-in pendant les 3 prochaines années, mais ils passent pas un tour de play-off. Bah clairement, ouais. Bah, je pense de toute façon, on en revient toujours au même sujet. C'est effectivement le fait de ne pas avoir de joueur DH20 et de pouvoir s'en procurer un avec un joueur qui ne l'est pas, c'est très compliqué. Ce qu'il faudrait en fait, c'est qu'une autre star demande son trade. Donc par exemple, imaginons un Jimmy Butler, mais c'est pareil. Est-ce que ça intéresserait Miami de récupérer un Fox pour Butler, sachant que du coup forcément tu seras moins bon? Je suis pas certain. Et quand on voit les équipes qui sont intéressées par De'Aaron Fox, qui sont les Spurs, comme tu as cité, les Rockets, peut-être les Lakers, ces équipes-là, ils vont pas te donner un joueur des H20, très clairement. Eux, ils sont plutôt dans la phase où ils veulent performer. Donc tous les joueurs qu'ils ont qui performent, ils vont les garder. Donc tu auras soit des pics de draft, des salary fillers. Donc pour expliquer à nos auditeurs, c'est des joueurs qui vont pas s'inscrire dans le projet, c'est juste pour matcher les salaires. Mais du coup, bah, si tu fais ça, du coup, bah, tu fais un rétropédalage, quoi. Du coup, c'est quoi? Tu veux repartir sur une construction, visiblement, parce que si tu récupères des tours de draft, du coup, tu vas te retrouver qu'avec Sabonis. Et en plus, on sait que les Kings, la reconstruction, eux, ils cherchent, en fait, on le voit, ils payent leur choix de toutes ces dernières années. Ils cherchent à être dans le milieu de tableau tout le temps par leur choix, même par leur choix de draft. Quand on reprend l'exemple de Keegan Murray, à l'époque de la draft, tout le monde le disait, oui, c'est un joueur NBA ready au moment de sa draft, mais il n'a pas un potentiel de star. Donc c'est pareil pour leurs joueurs qu'ils ont déjà. Du coup, on en revient toujours pareil. J'ai l'impression qu'aussi c'est le choix du front office qui veut ça, quoi. Alors par rapport à De'Aaron Fox, c'est peut-être le plus difficile. Donc les gars, je voudrais peut-être qu'on avance et je vous donne les clés des Kings cet été. Imaginons, on fait quoi pour sortir de ce ventre mou? Je vois que tu es inspiré, Greg. Je lancerai juste j'en ai discuté avec une éminence de Santa Clara ce week-end, donc je suis obligé d'en parler. Tout le monde me parle de De'Aaron Fox, Wemby. Moi, je vous dis Sabonis Victor. Personne n'en parle. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intriguant. Je trouve ça extrêmement intriguant, le fait d'utiliser un alien. Au lieu de maximiser un alien de manière classique, maximise-le avec un joueur qui aurait moins de valeur chez les autres. Contractuellement, c'est embêtant parce que Sabonis a re-signé récemment, etc. Mais bref, je lance cette bille comme ça. Réfléchissez, chers auditeurs, des DHO, tout ce que vous voulez, Wemby, Sabonis. Vous voyez, là, on est en 2034. Bref, passons. Vous faites quoi, les gars, du coup? Parce que l'idée, c'était un peu de se trouver comment sortir de ce ventre mou. Qu'est-ce qu'on fait? Greg, est-ce que tu es inspiré? Imaginons que tu as les clés des Kings cet été, tu fais quoi? Bah moi, je suis dans une humeur en ce moment où j'ai envie de tout péter. Mais ça n'a rien à voir avec les Kings. Ni la NBA. Si, ça a à voir avec la NBA, entre autres. Mais disons que si je suis les Kings, je pense qu'il faut vraiment que je prenne du recul sur la situation et que je comprenne que cette équipe
elle est dépassée par ce qui se passe autour d'elle. Elle n'est pas juste dépassée en termes d'anachronie des joueurs qui la composent ou du manque de talent peut-être, ou etc., ou de la structuration elle-même. Ça, tu peux te débrouiller pour éventuellement recruter des free agents en role player pour, par exemple, armer tes ailes ou ce genre de choses, quand bien même que ce soit de plus en plus compliqué à faire dans la NBA moderne, mais avec le CBA, etc. Mais je pense que tu dois au moins prendre du recul là-dessus et te dire, en fait, cette équipe, elle n'est pas les têtes de proue de cette équipe, les locomotives de cette équipe ne vont pas assez vite comparé aux locomotives des autres équipes de la NBA. Et donc, tu dois réfléchir à comment tu rends ta locomotive à toi plus rapide. Mais il n'y a pas 150. Le problème, c'est qu'il n'y a pas 150 options dans la NBA d'aujourd'hui, tout simplement parce que c'est tellement compétitif des places 1 à aller 10, 11 de chaque conférence que peu nombreuses sont les stars qui veulent vraiment bouger dans d'autres franchises qui sont dans les mêmes zones de tableau qu'elles, en s'imaginant qu'elles vont passer un step. Tu vois, il y a peu de stars qui veulent faire ça. Peu de stars veulent faire ça et aujourd'hui assumeraient une position comme ça dans la NBA de 2025. Donc, j'ai l'impression que tu n'as pas d'autre choix, malheureusement, que de trader pour aller chercher des assets que tu vas convertir le plus vite possible en choix de draft qui, pour le coup, seront audacieux. Tu vas chercher les prochaines stars de demain. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 5 prochaines années, tu promets à ta fanbase de ne pas être en playoff. Et ça, est-ce que les Kings sont capables de le supporter? Est-ce que la fanbase est capable de le supporter? Je ne sais pas. Est-ce que, Matt, tu pars du même côté sur une reconstruction inévitable? Bah, franchement, comme l'a dit Greg, pour moi, je vois pas ce que tu peux faire en l'état. Ça m'a fait penser à une équipe, c'est les Detroit Pistons de 2018-2019. Je sais pas si vous vous rappelez, quand ils avaient Blake Griffin, Andre Drummond, Reggie Jackson. Bah, pour moi, t'es un peu dans le même cas, en fait. T'es une équipe mid, et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont tout déconstruit pour reconstruire. Moi, je pense que, malheureusement, t'as pas le choix parce que ton plafond est beaucoup trop limité. Donc, en l'état, en plus, comme on l'a dit, tes stars, qui elles vont intéresser, difficile de s'en sortir avec des joueurs meilleurs que ce que tu vas envoyer. Donc, mis à part, par contre, je pense que tu peux récupérer des choix de draft, ça c'est sûr, même beaucoup de choix de draft. Même pour Sabonis, tu penses? Ouais, moi je pense. Oui, attends, il est jeune quand même. Mais, moi, les gars, en fait, Sabonis, c'est un joueur que j'aime bien, mais j'ai très très peur de la différence entre sa valeur terrain et sa valeur trade. Marchand. Non, mais attends. Michael Bridges, il sait combien de pics de draft? Oui, mais. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil, tu vois. C'est pas pareil. Non. Franchement, moi je trouve que. C'est une dernière pièce, Bridges. Mais pour moi, Sabonis aussi. Pour moi, Sabonis, c'est ta troisième option qui va être un des dépositaires du jeu, qui est capable de finir sous le cercle, qui va être un gros rebondeur. Enfin, c'est quand même beaucoup de garanties. Et qui est toujours présent. C'est un mec qui se blesse pas. C'est quand même beaucoup de garanties dans la NBA d'aujourd'hui. 1, 2 sont extrêmement difficiles à trouver avec Sabonis. C'est pour ça que pour moi, Victor, ça a beaucoup de sens. 1, 2, c'est chiant avec Sabonis à trouver. Parce qu'il faut que tu aies un spacing qui soit assuré et il faut que tu aies un protecteur de cercle quelque part. C'est ça. Ouais. Bah, en fait, le problème, c'est que Sabonis, il faut que ce soit ton système, entre guillemets. C'est lui qui fait, on le voit avec l'équipe, sous les dribble end-off, tout ça. Donc, tu es obligé de bâtir autour de lui, mais il est pas assez fort. Bah, si on prend l'exemple, c'est un peu un Nikola Jokic, mais qui n'est pas MVP, et qui est top 30. Tu vois, c'est ça. Et vu qu'il est pas assez fort, il est pas assez implacable, tout ça pour au scoring, bah, tu es obligé de mettre ces joueurs-là qui sont implacables autour de lui. Donc, c'est là, en fait, où c'est compliqué, parce que Bridges, tu disais son parallèle, mais le fait que ce soit un ailier, que ce soit un profil qui soit extrêmement recherché dans la NBA actuelle, non, je pense quand même que tu en tires quelques tours de draft, peut-être 1 ou 2, mais non, t'en auras pas plus, je pense. Ouais. Et ça, en plus, il a re-signé son contrat. En fait, moi, c'est théoriquement, Sabonis peut être la meilleure troisième option de la NBA. Mais en fait, la théorie des deux autres, elle est vraiment compliquée. Les deux autres, c'est quoi? C'est Victor et c'est c'est Fox limite. Tu vois, tu rajoutes Victor aux Kings et du coup, ça se fait. Il y a beaucoup de mecs qui se retrouvent bien si tu rajoutes, beaucoup d'équipes qui sont bien si tu rajoutes Victor. Hein, mais tu vois, je trouve autour de Sabonis. Je sais pas si ça fonctionne. Protection de cercle. Mais... Ouais, c'est ça. Ah, protection de cercle.
Max et Embiid. Déjà, ouais. Ouais, après, Ah, t'as le spacing un peu avec Embiid, mais oui, dans ric-rac, ouais. l'idée, ça. Tu vois, Mais c'est toute la question que posent les Kings. Comment tu fais dans la NBA actuelle? Comment tu fais, quoi? C'est je, compliqué. Hein. je t'ai coupé, Matt, mais je serais assez d'accord avec vous. Je pense que, voilà, Monty Wagner, s'il est encore là cet été, ce qui, je pense, sera pas le cas. Je pense qu'il saute. Et je pense, parce que Doug Christie, alors peut-être que ça va faire comme ça le fait parfois, c'est-à-dire que Doug Christie fait un bon run et il reste, mais je pense que s'il y a un nouveau GM, les nouveaux GM en général aiment beaucoup nommer leur coach, donc peut-être qu'il y aura un nouveau coach du côté des Kings. Bref, c'est peut-être le moment de tourner une page, mais moi je suis très inquiet sur leur capacité à tourner cette page et aussi sur par exemple, on a beaucoup parlé de lui, Keegan Murray, qu'est-ce que tu fais de lui? Est-ce que tout à coup tu le est-ce que tu es dans une séquence où tu vas commencer à le remettre en avant? Parce que rappelons que c'est un joueur qui va terminer sa 3e année. Donc, la décision par rapport à son contrat, c'est dans quelques mois. Donc, on parle d'un joueur que tu as responsabilisé comme un joueur de complément d'une équipe qui a des ambitions. Si tu pars dans un processus de reconstruction, il y a moyen que ce soit peut-être ta deuxième option de ce processus-là. Donc en fait, tu fais quoi parce que tu l'as pas testé sur ce rôle-là. Donc on en revient au fait de trop accélérer un projet assez vite ou en tout cas de déresponsabiliser des jeunes joueurs. Je sais pas si vous avez un truc à ajouter. Les gars, je rajouterais juste que De'Aaron Fox c'est un joueur extraordinaire et que je trouve qu'on en parle peut-être pas assez dans le podcast. C'est vrai que pour l'avoir vu en préparation de cet épisode, c'est vraiment un joueur exceptionnel. Quoi. Mais ouais, moi j'adore. Qui est dans au truc bâtard où il est entre dans une grosse saison 18e du DH20 et dans une mauvaise saison 32e, quoi, en gros, pour dire ça comme ça. Mais c'est l'histoire des Kings. C'est l'histoire des Kings. Enfin, c'est l'histoire des Kings cette saison, en tout cas, c'est que leurs joueurs sont extraordinaires. Ils sont extraordinaires. Ils sont beaux à voir jouer. Et Fox, et Sabonis, et DeRozan, et Keon Ellis, et d'autres. Tout ça, c'est très beau à voir jouer. Mais le plafond, et c'est le plancher d'autres équipes dans la conférence Ouest. Donc, c'est pas, tu vois, c'est cool, hein, à regarder, c'est chouette, mais malheureusement, ça gagne pas assez de matchs, quoi. C'est terrible, c'est terrible. Ça m'a fait penser quand vous parliez du problème en termes de qualité de joueur, c'est souvent dit dans le foot US, un peu moins en NBA, les Américains disent parfois it's not the X's and O's, it's the Jimmy's and Joe's. Genre c'est pas la tactique, c'est les mecs en fait. Ouais, c'est ça. qui sont pas assez bons. Oui. Après ça joue un peu parce que je pense pour le coup que Doug Christie va amener des trucs à cette franchise. Je pense qu'il a compris beaucoup de choses. Oui, mais je pense qu'il a compris que Mike Brown avait peut-être perdu certaines ficelles dans cet effectif, et notamment le fait de effectivement jouer vite, protéger le rebond et répéter certains fondamentaux, tu vois. Et on se moque beaucoup de ce qu'il a dit pendant un temps mort dans le match contre les Sixers. 4e quart-temps, il dit à son équipe, il prend un temps mort, il dit à son équipe, les mecs, on a besoin de 3 stops défensifs, faites 3 stops défensifs. T'as l'impression que c'est rien à dire, que c'est ridicule, etc. Ça a été moqué, mais en vérité, cette équipe, elle est tellement perdue que tu dois lui rappeler ses fondamentaux. Et ça a fonctionné. Ils ont fait un run de 15-0 et ils ont gagné le match. Et en fait, tu vois, ils ont fait des stops défensifs pour le coup. Grâce à l'agressivité, etc. Ouais, c'est ça. Et après, il a pris les joueurs, il les a amenés sur le toit pour leur montrer Light the Beam. Voilà, ça c'est vous donnez de l'espoir à l'équipe, vous donnez de l'espoir à la ville, continuez, etc. Machin, on va retrouver l'espoir dans cette ville. Il faut juste qu'on soit sûr de notre identité, etc. Moi, je trouve qu'il a, sur ses 3 premiers matchs ou 4 premiers matchs avec les Kings, je trouve qu'il fait un boulot au-delà du terrain qui me paraît très positif. J'ai l'impression qu'il veut vraiment retrouver l'identité de l'équipe et en être le dépositaire et le fusible. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais, mais si je change de GM et que je suis le nouveau GM des Kings cet été, personnellement, je garde Doug Christie. Légende locale, mec qui a des idées, qui les a déjà mis en place alors que ça fait 4 matchs, ça fonctionne. Il y a vraiment des axes d'amélioration qui sont clairement avec des lumières vertes. Donc pour moi, je le garde au moins 1 ou 2 saisons, le temps de savoir où je vais en termes de choix de draft et d'éléments d'effectifs, et notamment sur les questions Keegan Murray, Fox et Sabonis, quoi. Alors, je mettrais juste un bémol. 2 choses. Il y a le droit. Ils ont un calendrier extrêmement difficile dans les prochaines semaines. Et c'est beau, mais leur victoire, c'est les Grizzlies sans Ja,
Ils ont joué qui avant? Ils ont joué... Les Sixers, mais c'est plus les Sixers qui perdent le match que les Kings. Les Sixers sont Embiid. Les Sixers où la fin, c'est celui-ci où genre Catastrophique. PG fait n'importe quoi, Maxi fait n'importe quoi. Je crois que c'est celui-ci. Ouais, c'est celui-ci qui est catastrophique. Donc, à voir. L'idée est bonne, mais à voir. Bref, pour un peu conclure tout ça, les gars, tu parlais de Light the Beam et tout. Je me demande quand même à quel point au niveau supérieur du propriétaire, on voudra infliger une reconstruction à ce groupe-là. Mais du coup, si ça continue comme ça la saison prochaine, on serait peut-être sur le pauvre Adrien, il va prendre une balle perdue encore, le Chicago de l'Ouest en termes. Je l'avais en tête au moment où tu l'as dit, j'ai dit il va dire ça, Chicago Bulls. Et je représente Adrien ce soir, barbe, casquette. Vieux. Eh ben, les gars, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur ces Kings? On arrive bientôt, mais tranquillement, sûrement à l'heure. Non, on est bon. Moi je suis bon en tout cas. Alors, il faut savoir que on n'était pas tous d'accord dans l'équipe pour faire cet épisode, parce que moi, je pense qu'il va rien se passer jusqu'au 6 février. Alors là, vu notre chance actuelle, on va avoir une alerte de Shams d'ici à la publication de ce podcast. J'ai tendance à penser qu'il se passera rien jusqu'au 6 février parce que il y a quand même beaucoup de rumeurs j'en ai parlé de sa mimique et il y avait plutôt l'idée de se renforcer à l'heure actuelle du côté des Kings que de trader. Donc je pense qu'ils vont peut-être attendre. Bref, c'est mon avis. Je finirai là-dessus, ça m'a beaucoup fait marrer. Il parlait de Cam Johnson d'ailleurs, je crois, notamment. Oui, alors il faut parler de ce report quand même, c'est Ramona Shelburne d'ESPN qui dit en gros, alors ils ont essayé de trader pour Cam Johnson, Dorian Finney-Smith, Brandon Ingram, Kyle Kuzma, ils n'ont pas réussi, ils ont viré McBride. Du coup, c'est quoi cet enchaînement en gros, il fallait faire quelque chose, on n'a pas réussi les joueurs, on vire le coach. Enfin, bref, et au niveau de la gestion, faudra beaucoup en parler. Deuxième chose, je pense qu'ils sont aussi un peu dépendants de l'évolution de la situation de Jimmy Butler. Je pense que quand tu es pas le meilleur joueur qui est potentiellement sur le marché, tu es un peu dépendant du reste. Et là, sachant qu'il y a une situation de Jimmy Butler qui doit se décanter à Miami, je pense qu'ils sont un peu tributaires de l'évolution de ce côté-là. Eh ben, Greg, Matt, merci. Du coup, n'hésitez pas, fans des Kings, à d'abord garder le sourire et ensuite à nous dire ce que vous feriez à la place de Monty McNair ou de son successeur ou de lui cet été s'il reste dans les commentaires sur YouTube et partout sur les plateformes de podcast. On vous remercie encore une fois pour vos retours pour l'épisode FAQ malgré son absence sur YouTube, mais il va arriver, je vous le promets. Puis on vous rappelle de nous suivre sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, etc. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur toutes ces plateformes et également sur Twitter. Nous les gars, on va bientôt se retrouver pour un 4 quarts parce que je me suis fait la réflexion en regardant le bilan des Kings, je me suis dit mais le 4 quarts c'est la semaine prochaine en fait. Le 4 quarts arrive très très vite. Et puis la trade deadline aussi, on l'a dit, le dossier Jimmy Butler. On était dans une période Noël, autour de Noël, ce qui est toujours un peu bizarre en NBA ou parfois un peu tranquille, beaucoup de blessés, donc encore plus tranquille, mais là, on sent que on commence, voilà, il y a un deuxième palier de saison qui est en train d'être franchi. En tout cas, je vous remercie, Greg et Matt, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Salut!